Rebonjour YouTube, rebonjour normalement, j'espère que vous allez bien. On est parti pour cette deuxième séance de questions d'actualité au gouvernement. Vous le voyez, nous sommes le 21 mai 2025, il est 15h moins 15 secondes et nous allons passer côté Sénat pour la suite des questions d'actualité au gouvernement. Je répète ce que j'ai déjà dit très vite fait dans la première VOD. À partir de maintenant, je vais commencer à séparer les QAG en deux VOD. Une VOD Assemblée nationale, une VOD Sénat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et bien sûr dans le sondage que j'organise sur la chaîne YouTube, dans l'onglet Post, où vous pourrez me dire si vous préférez le format de toutes les questions d'actualité au gouvernement en une seule VOD, ou bien est-ce que vous préférez une VOD Assemblée nationale, une VOD Sénat. Voilà, nous on sort de l'Assemblée nationale, on a hâte de voir Gérard et on voudrait en savoir plus sur le scandale des eaux Nestlé. Ah oui, j'ai oublié d'ouvrir le dérouleur. Oups. Attendez, je manque à tous mes devoirs. Voilà. Mais dégage. Voilà. Tac. Voilà. Alors, on va commencer par une question qui va être répondue par François Bayrou. Déjà, ça commence bien. Alors, on a combien? On a 16 questions, comme d'habitude. Est-ce qu'on a des questions auxquelles François Bayrou va répondre? Une. Ah, on a le son, ça ne devrait plus tarder. On a une question, donc François Bayrou va ouvrir le bal, et après il s'en ira retourner à sa sieste. Voilà. Mais alors du coup, de ce que je vois, Bruno Retailleau, il va au Sénat, et François-Noël Buffet reste à l'Assemblée nationale. C'est pas comme ça que ça marche, hein, normalement. Les ministres, ils sont censés faire la transhumance entre les deux palais pour les questions d'actualité. Hein. Bref, on va voir les questions qui seront abordées. On a beaucoup parlé de Choose France et un petit peu du scandale Nestlé. On va voir si on a des suites au Sénat. Peut-être quelques mots sur l'affaire Betaram aussi. Alors que Gérard Larcher prend place sur son plateau au Sénat. Il est même ovationné par les sénateurs, dis donc. C'est une figure d'unanimité. Ou pas. À vous de juger. Est-ce que pour vous, Gérard Larcher fait l'unanimité? En tout cas, pour nous, c'est la mascotte de la chaîne. Et je laisse tout de suite Al spammer les modes de Gérard Larcher. Je sais qu'il va le faire. Gérard, notre légende. Ah, carrément. Voilà, la séance est ouverte. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je monte le son. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. Côté Sénat. Notre séance est retransmise sur Public Sénat et sur notre site internet. Et sur la chaîne Twitch de Sassil. Attentif au respect des uns et des autres, c'est une valeur essentielle. Bien sûr. Et au respect du temps de parole. Bien sûr, soyez respectueux du temps de parole dans les commentaires. Maryse Carrère, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. On commence par une question posée par les sociodémocrates. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Cela ne fait plus de doute, le risque de famine n'a jamais été aussi fort à Gaza. L'Organisation mondiale de la santé prévoit près de 2 millions de Palestiniens affamés si rien n'est fait rapidement. Ce drame s'ajoute aux dizaines de milliers de morts, hommes, femmes, enfants tués par les bombardements de Tsahal depuis bientôt 36 mois. Cela ne fait plus de doute non plus. Le gouvernement israélien crée délibérément les conditions d'un désastre humanitaire. Il envoie les chariots de Gédéon, ces chariots de feu, et dans le même temps bloque l'essentiel de l'aide humanitaire. Il n'empêche que soit charriée la vie plutôt que la mort. Nourriture, eau, médicaments, marchandises, tout manque à Gaza. Personne n'oublie les odieux attentats du 7 octobre 2023, reconnaissant cependant que l'objectif de guerre, décimer le Hamas, s'est bien élargi. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de la population palestinienne qui est visée. Des projets politiques se dessinent comme si les Palestiniens n'existaient pas et comme si tous les Israéliens y consentaient. Une seule ouverture à ce stade. Mon groupe observe avec satisfaction l'intensification des critiques et de la mobilisation à l'échelle internationale. Le ministre des Affaires étrangères a qualifié Gaza de mouroir, de cimetière. La France est claire, elle doit poursuivre ses initiatives pour la paix. Plusieurs dirigeants européens, le Royaume-Uni, le Canada se mobilisent. Je salue également la demande par une majorité d'États membres de la révision de l'accord d'association de l'Europe avec Israël. La perspective d'une conférence en juin sous l'égide de l'ONU est aussi une bonne chose.
Il reste à intensifier la pression sur les acteurs de la région proche-orientale qui, disons-le, manquent pour la plupart à leurs obligations. Dites-nous, Monsieur le Premier ministre, comment la France compte agir vite et répondre à l'urgence de la famine. Le RDSE, attaché à la défense des droits de l'homme, s'en remet à tous les responsables pour que le courage l'emporte. Car supporterions-nous un tel drame humanitaire aux portes de l'Europe? Je vous remercie. Très bien. Première question des sociodémocrates. La parole est sur la situation humanitaire à Gaza. Monsieur le Premier ministre. Et donc c'est François Bayrou qui lui répond, sans limite de temps de parole. Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente, votre question a énoncé clairement et avec émotion la situation telle que nous la voyons, et la volonté de la France a été exprimée de la même manière. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Gaza dans une situation désormais humanitaire effroyable, avec des risques de famine, avec des risques de manque d'alimentation en eau et en médicaments. Tout ça, vous l'avez parfaitement décrit. Nous voyons des perspectives de guerre, avec l'annonce par le gouvernement israélien d'une nouvelle offensive militaire et l'évocation de déplacements de population et d'annexion. Déplacement de population, annexion, famine, danger pour la population civile. La France ne peut pas l'accepter. Et nous croyons que grâce à la France ou avec la France, d'autres pays du monde très importants dans la région ne peuvent pas l'accepter non plus. Et je dois dire que pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, voir la France et la Grande-Bretagne, la France et le Royaume-Uni et le Canada, mais la France et le Royaume-Uni avec leur histoire dans cette région, annoncer ensemble qu'ils vont reconnaître l'État de Palestine dans la vision d'une région à deux États, ça a une signification évidemment très importante. Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'aide humanitaire, elle est présente. Il y a des mois de ravitaillement possible en nourriture et en eau qui sont présents à la frontière et qui, jusqu'avant-hier, n'ont pas pu entrer. Et une toute petite quantité est entrée depuis 2 jours. Et donc, notre action va inlassablement dans ce sens. Et comme vous l'avez rappelé, l'action européenne aussi, puisque est remise sur le métier la question des accords entre l'Union européenne et Israël. Nous sommes là pour mobiliser l'action internationale, pour soutenir tous ceux qui veulent la paix, sans nous laisser entraîner à jamais oublier que cette explosion, elle a eu un détonateur, et le détonateur, c'est le pogrom du 7 octobre. Et donc, nous sommes ceux qui avons une vision équilibrée, une vision volontaire pour l'avenir de cette région, et je vous remercie de l'avoir rappelé. Très bien, Merci, donc François Bayrou qui ministre. rappelle les engagements de la France du côté de la reconnaissance de l'État de La parole est à Palestine. notre collègue Alexandre. Salut King Loris, bienvenue, j'ai vu ton message. On vient de commencer au Sénat. On a parlé de Choose France et du scandale Nestlé. Ministre, lundi, au nom de la commission d'enquête, j'ai eu l'honneur de présenter le rapport Eau minérale naturelle, préserver la pureté, que Nestlé. nous avons adopté à l'unanimité, moins une abstention au sein de notre commission. L'occasion pour moi de saluer la présidence très efficace et très sénatoriale, comme il aime le dire, de mon collègue Laurent Burgoa, de saluer aussi les travaux pionniers de ma collègue Antoinette Guhl, l'énergie d'Hervé Gillet qui a porté ce sujet depuis le début avec moi au sein du groupe socialiste et de tous les membres de la commission. Oui, je te disais pour l'Assemblée. C'est aussi le temps des On vient de commencer au révélations, de la Sénat. transparence, mais aussi celui des propositions. Et nous avons formulé 28 propositions extrêmement précises. Parmi les révélations, une a particulièrement ému l'opinion. C'est le caviardage d'un rapport administratif de la part de l'autorité régionale de santé d'Occitanie. Rapport écrit sous la dictée de l'industriel Nestlé Waters et dénaturé au point que le fonctionnaire instructeur a demandé le retrait de sa signature. Plus largement, le rapport témoigne d'une logique transactionnelle de l'État qui fait le choix jusqu'à l'Élysée de ne pas révéler le scandale aux Français, qui valide des traitements contraires au droit européen, des traitements d'ailleurs dont l'IGAS considère qu'ils constituent une fausse sécurité sanitaire, la sécurité sanitaire n'étant finalement assurée que par la destruction
massive et écologiquement difficilement compréhensible de produits finis dans les usines d'embouteillage. Aussi, c'est un État ensablé dont nous avons retracé l'action et la conduite, même si certains fonctionnaires ont fait leur travail. Et je salue ici le directeur de l'ANSES, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui n'ont cessé d'œuvrer inlassablement pour dire que ce qui se passait était des errements. Je finis, Madame la Ministre, en disant que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que certaines modifications nécessitent une intervention du pouvoir réglementaire et nous avons besoin de vous parce que nous voulons poursuivre le travail transpartisan que nous avons mené dans une proposition de loi et nous avons besoin que le gouvernement appuie cette proposition pour sortir du scandale. Je vous remercie. Et ça respecte son temps de parole. La parole est à la ministre déléguée en charge du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, Madame Louwagie. Alors, Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alexandre Wizy. Je m'associe également à vos remerciements et aux félicitations des travaux qui ont été conduits par les membres de la commission d'enquête sénatoriale à laquelle vous avez participé en votre qualité de rapporteur. Cette commission d'enquête fait un état des lieux, un diagnostic et propose effectivement un certain nombre de recommandations dont vous avez fait état, mais en lumière également tous les enjeux quant à la préservation des ressources et de la qualité de l'eau, d'un renforcement des contrôles et d'une réglementation qui doit être plus précise. Juste vous redire que le gouvernement tient à rappeler son attachement absolu à la sécurité sanitaire de tout ce qui concerne les eaux mises en marché et rappeler que l'eau est l'un des aliments qui est les plus contrôlés en France et que la qualité des eaux conditionnées produites en France est très satisfaisante. Juste redire que ce sont plus de 150 000 analyses qui sont réalisées chaque année dans le cadre du contrôle sanitaire des ARS. Au demeurant, il y a un certain nombre d'éléments qui méritent d'être perfectionnés. Dans ce cadre, conformément à l'engagement du directeur général de la Santé lors de son audition devant la commission d'enquête, le ministère de la Santé diffusera sous quelques jours une circulaire aux directeurs généraux des ARS et aux préfets pour clarifier la doctrine des microfiltrations, puisque c'est ce sujet dont il s'agit. Également, le rapport de la commission d'enquête suggère par ailleurs que l'ANSES puisse être saisie prochainement pour se prononcer scientifiquement sur les pratiques acceptables de microfiltration. Cette recommandation apparaît tout à fait pertinente et le gouvernement saisira l'ANSES. Enfin, il peut également demeurer un vide législatif et réglementaire. Vous en avez fait état, vous avez appelé de vos voeux des dispositions législatives et réglementaires. Le gouvernement est tout à fait engagé en ce sens et vous dire que le gouvernement a décidé également de saisir la Commission européenne pour connaître sa position ainsi que l'interroger sur ses intentions quant à une possible révision de la directive européenne concernant la définition de la pureté originelle, sa caractérisation et le statut de la microfiltration. Voilà, le gouvernement poursuivra ses travaux. Je vous remercie des travaux que vous avez vous-même engagés. Merci, Madame voilà, la ce que vous ministre. venez de voir, c'est une formidable stratégie de contournement Collègue pour ne Yann pas répondre Poncet, aux accusations. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Le groupe communiste maintenant. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Israël prendra le Laurent contrôle Saint-Martin. de toute la bande de Gaza. Ces mots, ce sont ceux du Premier ministre d'extrême droite israélien Benyamin Netanyahou. Ce n'est plus une menace, c'est une promesse, celle d'une domination totale par la force, par la terreur, par la destruction. Ce week-end encore, plus de 100 morts, des familles pulvérisées, des enfants ensevelis sous les gravats. Gaza était une prison à ciel ouvert, Gaza est désormais un cimetière à ciel ouvert. Depuis le début de la guerre, plus de 64 000 Gazaouis ont été tués selon la revue The Lancet. La famine s'installe, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de soins. Depuis le 2 mai, Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire. Et l'ONU alerte, si l'aide n'est pas acheminée dans les 48 heures, 14 000 nourrissons pourraient mourir. Soyons clairs, ce n'est pas une guerre, c'est un siège. Et tout cela est désormais documenté par les institutions internationales. En janvier 2024, la Cour internationale de justice a exigé des mesures urgentes pour prévenir un génocide, ce sont ces mots. En mars, l'ONU a affirmé que ce seuil a été franchi. En juin, une commission d'enquête de l'ONU a conclu à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Et en novembre, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Face à cela, que fait la France? Que fait l'Europe? Le président de la République a exprimé sa volonté de reconnaître l'État de Palestine. Mais que vaudra la reconnaissance de la Palestine s'il n'y a plus un seul Palestinien en vie? Que sera la Palestine si Benyamin Netanyahou parvient à ses fins?
De quoi s'agira-t-il? D'un drapeau planté sur un charnier? Les mots ne suffisent plus, il faut des actes. Combien d'images insoutenables d'enfants déchiquetés et de femmes ensevelies avant que la France ne prenne ses responsabilités? Monsieur le ministre, que fait la France pour mettre Benyamin Netanyahou hors d'état de nuire? Ça respecte Pour vous son temps de parole. répondre, C'est une la question parole très grave, hein, effectivement. est à Laurent Et là, de Saint-Martin, ce que ministre je lis de ton commentaire, délégué. Maurice, Vous avez ça la me fait parole. froid dans le dos. On en parle après, Merci, Monsieur le après la fin des Président, Mesdames les QAG. sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Ian Brossat. Vous l'avez dit, cimetière à ciel ouvert, c'est effectivement une violence aveugle, un blocage de l'aide humanitaire qui, aujourd'hui, transforme Gaza en véritable mouroir. Vous l'avez dit, Monsieur le sénateur, et vos mots étaient justes, tant nous voyons aujourd'hui la famine sur le corps des enfants et la terreur dans les yeux de leurs parents. Et le Premier ministre l'a très bien explicité dans sa réponse précédente, en aucun cas nous ne devons ni sous-estimer, ni même relativiser d'où nous venons depuis le 7 octobre, et la responsabilité historique et immense qui est celle du Hamas. Et il est de la responsabilité de la France aussi de rappeler que le Hamas doit être désarmé, que le Hamas doit d'abord libérer ses otages, que le Hamas doit quitter notamment ses dirigeants Gaza et de ne plus faire partie de toute prochaine administration de Gaza. Cela ne doit jamais être relativisé ni même sous-estimé. Mais monsieur le sénateur, ce n'est pas faire offense au peuple d'Israël de dire qu'aujourd'hui le gouvernement israélien hypothèque la sécurité, à commencer par celle d'Israël. On ne peut pas construire de paix ni de stabilité sur l'injustice et la violence. On construit la paix et la stabilité sur le respect du droit, sur le respect de la dignité de la personne humaine et sur le dialogue. C'est, comme l'a rappelé le Premier ministre, ce que la France dit depuis longtemps. Et vous avez vu cette semaine, et le Premier ministre l'a cité, le Canada et le Royaume-Uni ont emboîté le pas avec un objectif très clair, celui de créer les conditions que vous avez citées d'une situation politique, celle qui repose sur deux États vivant côte à côte, en paix, en sécurité. Et pour y parvenir, la France est déterminée à reconnaître l'État de Palestine de manière à créer un mouvement permettant la survenue, l'existence même de cet État de Palestine. La question et la réponse sont importantes, mais quand Monsieur même. Brossat, si vous voulez quelques secondes, non? Non, il a. Bien. Hein, j'ai le chrono témoin. Hein. Notre collègue Gérard. Cambier pour le groupe de l'Union centriste. Tu veux donner tort à ma prédiction, c'est ça? Mais quand même, le gouvernement pourrait respecter son temps de parole lui aussi. Ma question s'adresse à Madame la ministre en charge des comptes publics. On dit pas merci. Madame la ministre, 6,3 milliards. L'Union C'est centriste. le montant des erreurs non corrigées de la branche famille de la sécurité sociale. Et fort logiquement, la Cour des comptes s'est déclarée dans l'impossibilité de certifier les comptes de la Caisse nationale d'allocation familiale pour 2024. Ces retours vers le futur, on a déjà eu le même exercice en 2022 et en 2023. Dans ces 6,3 milliards, on y trouve tant des versements indus que des prestations non versées, donc à la fois des économies ou des dépenses publiques supplémentaires. Quelle qu'en soit la nature, alors que le Premier ministre a fait de la lutte contre la dette le premier de ses combats, nous sommes nombreux à nous poser la question du pilotage de cette politique qui concerne plus de 13 millions de familles françaises. Ces erreurs représentent 8% des prestations versées et concernent notamment le RSA, la prime d'activité, les aides au logement. Plus du quart des montants versés au titre de la prime d'activité est entaché d'erreurs. Je ne reviendrai pas sur le contexte budgétaire qui anime nos débats chaque semaine, mais évidemment, compte tenu des montants pointés par la Cour des comptes, le gouvernement ne peut rester inactif sur cette situation. C'est pourquoi, Madame la ministre, quelles sont les actions que le gouvernement compte engager afin de rendre sincères les comptes de la branche famille de la sécurité sociale? Pour vous répondre, la parole est à La question est claire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que les comptes correspondent? Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, ce que vous décrivez est une situation qui est incompréhensible pour les Français et insatisfaisante, je crois, pour nous tous, à commencer par, évidemment, la ministre Catherine Vautrin, que j'excuse puisqu'elle a repris les travaux parlementaires à l'Assemblée, et moi-même, ministre des Comptes publics. Sous l'autorité du Premier ministre, nous travaillons d'abord à rendre le système de nos prestations plus simple. Vous savez, un travail a été engagé sur l'allocation sociale unique
que nous puissions mettre au fond de l'ordre dans nos prestations et donc du coup de l'ordre dans nos comptes. Ils n'ont pas abandonné le Mais à projet. très court terme, la raison ouais. de cette absence de certification est celle, vous l'avez très bien dit, d'un cumul à la fois d'indus et de prestations non versées. La bonne nouvelle, si je peux parler ainsi, c'est que depuis le 1er mars 2025, nous avons structurellement changé les choses grâce à une réforme que certains appellent la solidarité à la source, c'est-à-dire le pré-remplissage automatique de toutes les déclarations qui sont faites pour la prime d'activité et pour le RSA aux caisses d'allocation familiale, qui permet une chose très simple, l'administration remplit, le citoyen contrôle. Nous le faisons tous pour les impôts et cela fonctionne d'ailleurs, c'est la saison, si je peux me permettre, des déclarations d'impôts, ça marche très bien. Depuis le 1er mars, dans tous les départements où cela a été déployé, ce que nous voyons, c'est dans 96 à 98% des cas, les allocataires valident la déclaration qui leur est proposée. Et ça a un effet direct, et nous y travaillons pour que l'année prochaine, en tout cas pour l'année en cours 2025, la Cour des comptes puisse constater une amélioration significative qui permettra de faire d'une part évidemment des économies sur les indus qui sont versés et qui ont du mal à être recouvrés, mais qui permettra aussi, je dois dire, de verser les prestations auxquelles les Français ont droit et donc de lutter contre le non-recours. Cette réforme, elle est essentielle parce qu'elle est aujourd'hui au cœur du deuxième combat que nous menons, qui est la lutte contre la fraude, qui est un combat que nous avons là aussi vraiment mené d'arrache-pied. L'année dernière, plus 30% de fraude détectée dans la branche de la sécurité sociale, 3 milliards d'euros, et nous allons continuer. C'est marrant ce que tu mets, Kim Loris. Oups, Merci, Madame la Ministre, vous avez raison, il faut parler avec il reste sérieux 45 lorsqu'on parle secondes. de montant de 6,3 milliards de manière générale. Vous parlez de fraude, je ne peux que vous renvoyer aux travaux menés ici autour de Madame Goulet. Et lorsque vous parlez de contrôle des comptes publics et de la sécurité sociale, en particulier de tout ce qui est fait avec Madame Doineau dans ses fonctions également. Mais tout simplement pour dire que de manière générale, l'urgence sur la dette induit aussi l'urgence d'être sérieux lorsqu'on parle de comptes publics. Le Conseil n'est pas qu'un cadeau gratuit. Vous avez ici des pistes importantes. Il nous est nécessaire de ne pas laisser filer nos comptes et donc de les suivre au quotidien. Merci, Madame. Bon, pas de dépassement du temps de parole. Oui, je disais, j'ai posé justement la question sur la solidarité à la source du côté de l'Assemblée nationale et j'ai demandé si ça marchait pour YouTube. Donc on aura les réponses bientôt. Si je devais dire en 2 minutes ce que je retiens de plus les écologistes sur les eaux en bouteille, je dirais construction du mensonge, fabrication du doute savamment orchestré. Je dirais aussi complicité des autorités et opacité totale. Vous me répondrez, tout est sous contrôle. Oui, c'est vrai, beaucoup de fonctionnaires ont fait leur travail et ils l'ont bien fait. Ils ont contrôlé, ils ont constaté, ils ont alerté. D'autres l'ont bien fait aussi, ils ont enquêté. Est-ce que vous avez vu Amélie de Montchalin ? Je veux ici saluer les journalistes de la cellule d'investigation de Radio France et du Monde. Sans la presse, nous n'aurions pas vu, s'est fait un petit récurage de nez. Ce scénario si bien ficelé dans lequel, à chaque échelon, on ferme les yeux. Un scénario écrit de bout en bout par un industriel qui vous a fait répéter à loisir, avec la complicité de vos cabinets, et ce jusqu'au plus haut niveau de l'État, il n'y a pas eu de risque sanitaire. C'est une stratégie de gros sous qui se compte en milliards. C'est aussi un chantage à l'emploi, pour mieux piller la ressource en eau, notre patrimoine commun. Une eau vendue au mépris du consommateur, bien trop chère pour une eau traitée, et exportée aux États-Unis sans aucune taxe qui plus est. Je le dis, c'est un scandale d'État, c'est un scandale sanitaire, c'est un scandale démocratique, et c'est aussi un saccage écologique. Alors, Madame la Ministre, je vous le demande, pouvez-vous me dire comment il est possible que notre État soit aussi peu résistant aux lobbies ? Dites-moi également pourquoi les gouvernements successifs ont couvert une entreprise qui ne respecte ni la réglementation, ni ses salariés, ni la ressource en eau, ni même ses consommateurs. Dites-moi, Madame la Ministre. Bon, décidément, les sénateurs veulent des comptes. La ministre déléguée en charge du commerce, Madame Louwagie. Encore Louwagie.
Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Antoinette Guhl, je veux d'abord saluer votre travail sur ce sujet et la qualité du rapport que vous aviez rendu en fin d'année 2024 qui finalement a été le prémisse de la commission d'enquête qui a rendu son rapport il y a quelques jours. Votre travail avait permis d'identifier un certain nombre de points en matière de nécessité d'améliorer la réglementation. En ce qui concerne la question de la traçabilité des eaux, du sujet de la microfiltration, vous avez émis d'ailleurs 10 recommandations dont le gouvernement tiendra compte en sus des 28 recommandations du rapport de la commission d'enquête. Je veux redire ici, et j'ai eu l'occasion de le dire lors de ma réponse à la précédente question sur le sujet, il n'y a pas du tout ici de risque sanitaire. Il s'agit simplement d'une question de loyauté par rapport à la réglementation. Mais je le redis également. Je ne l'aurais pas tenté celle-là. Il n'y a pas de scandale d'État. Et je pense qu'il faut que nous soyons très attentifs aux mots qui sont employés. Et moi, je m'en réfère en tout cas aux conclusions, au rapport de la commission d'enquête. Il y a également des emplois derrière et je veux respecter le personnel. Et les mots peuvent être blessants à l'égard du personnel. Et je pense qu'il faut être vigilant. Je veux simplement rappeler des actions qui ont été mises en place. Le 7 mai dernier, le préfet du Gard a mis en demeure Nestlé de retirer sous 2 mois le microfiltre qu'il utilisait pour ses eaux minérales naturelles, car les experts considèrent effectivement que ce microfiltre modifie le microbisme de l'eau. Dire également que plusieurs signalements à la justice ont été effectués par l'État entre 2022 et 2025. Nous attendrons les résultats de ces signalements. Et dire qu'également un travail de meilleure coordination est engagé à ce jour entre le ministère de l'économie et le ministère de la Santé. Dire également, pour répondre à des propos que vous avez tenus, que toutes les décisions qui ont été prises dans ce dossier l'ont été à l'issue d'échanges techniques entre administration et cabinet ministériel. Et c'est important ici de le rappeler. Je vous remercie. Merci. Donc Louwagie qui carrément dit que c'est pas vrai. Les Républicains. Ah ouais, non mais là moi je l'aurais pas tenté. Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, j'ai eu l'honneur de présider la commission d'enquête sur les eaux minérales, commission créée à l'initiative du groupe socialiste du Sénat. Je tiens d'ailleurs à remercier ici les membres de cette commission pour le travail mené et qui a conduit à l'adoption à l'unanimité d'un rapport aussi précis que nécessaire d'Alexandre Ouzille. Ce rapport soulève des questions essentielles. Ah mais le gouvernement là il est pris, j'ai dire la main dans le pot de confiture. Premièrement, la main dans la bouteille. Compte-t-il enfin établir une norme en matière de microfiltration? Aujourd'hui, les femmes et les hommes chargés de faire respecter les règles sanitaires se retrouvent trop souvent seuls, confortés à des responsabilités disproportionnées, faute de base juridique claire. Cette carence pèse lourdement sur eux et crée de l'incertitude pour les industriels. Une norme permettrait à la fois de sécuriser l'action de terrain et d'offrir une meilleure lisibilité à l'ensemble de la filière, sachant que 9 minéraliers sur 10 respectent l'éthique de ce métier. Deuxièmement, le gouvernement envisage-t-il d'harmoniser la fiscalité entre les eaux minérales et les eaux de boisson, les premières ouvrant droit à une contribution fiscale au profit des communes, lieux de production, et pas les autres? Les collectivités dans lesquelles les sources sont exploitées expriment une incompréhension légitime. Minérales ou non, les sources demeurent exploitées et ces territoires, pourtant au cœur de cette ressource, doivent pouvoir bénéficier d'un juste retour. Enfin, quelles actions l'État a-t-il engagées pour assurer un meilleur suivi de la qualité des nappes? Notre rapport comporte des recommandations qu'il est urgent de mettre en application. Nous y sommes prêts à y travailler avec vous. Il y a là un besoin crucial de transparence ainsi qu'un besoin évident de financement, davantage privé que public. Et pour Madame Guhl, je voudrais simplement dire que jamais le terme scandale d'État n'a été indiqué dans notre rapport. Chers collègues, les mots ont un sens. Attention de ne pas les utiliser à mauvais escient en stigmatisant l'ensemble d'une profession. Mais oui, mais c'est les Républicains, forcément, il fait partie de la coalition gouvernementale. La parole est à la ministre Véronique Louwagie. Madame la ministre. Sortez les violons. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Laurent Burgoa. Je veux d'abord vous remercier pour tous les travaux qui ont été conduits dans le cadre de la commission d'enquête sénatoriale dont vous avez fait état et auquel vous avez apporté toute votre contribution en qualité de président. Vous posez 3 questions bien précises en ayant évoqué un certain nombre de failles avec un grand nombre de recommandations au travers ce rapport.
à tout ce qui concerne des précisions en matière de réglementation qui sont souhaitables. Vous avez une première demande sur la microfiltration qui a été finalement un élément, un des plus importants dans le cadre de cet examen. Juste vous dire que le ministère de la Santé diffusera dans quelques jours une instruction aux directeurs généraux de l'ARS et à l'ensemble des préfets pour clarifier la doctrine en la matière. Et je sais que c'est une attente forte du terrain. De la même manière, l'ANSES va être saisie prochainement pour se prononcer scientifiquement sur les pratiques acceptables de microfiltration, c'est-à-dire sur celles qui ne dénaturent pas le microbisme de l'eau. C'est une des demandes de la commission d'enquête et nous y répondons. Enfin, le ministère de la Santé va saisir la Commission européenne pour connaître sa position, ainsi que l'interroger sur ses intentions quant à une possible révision de la directive européenne définissant la pureté originelle et le statut de la microfiltration pour qu'effectivement nous puissions avoir une harmonisation au niveau européen. Sur un autre point que vous avez évoqué qui concerne la fiscalité de l'eau, qui peut avoir un impact effectivement sur les collectivités territoriales, des conférences territorialisées de l'eau ont été d'ores et déjà lancées le 7 mai. Elles aborderont un certain nombre d'enjeux, notamment celui du partage de la ressource face à la baisse de la disponibilité de l'eau dans le cadre du plan eau qui vise une réduction de 10% des prélèvements en 2030. Pour ce qui est de la protection des nappes phréatiques, l'intention du gouvernement sur ces sujets est bien entendu d'associer l'ensemble des parlementaires, des parties prenantes aux réflexions, qu'il s'agisse des collectivités territoriales, des industriels, des usagers. La protection des nappes phréatiques est un enjeu majeur pour notre avenir et pour un certain nombre de secteurs. Des réflexions sont en cours sur ce sujet et je vous propose de vous recevoir, ainsi que monsieur le rapporteur de la commission d'enquête prochainement à mon ministère, pour étudier avec vous l'ensemble de ces éléments et prendre en compte les recommandations de la commission d'enquête. Merci. La parole est à notre collègue Nadège Havet pour le groupe du Rassemblement des démocrates progressistes les macronistes indépendants. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre Agnès Pannier-Runacher. Depuis plusieurs années, le secteur de la pêche subit de nombreuses et grandes difficultés. Interdiction de pêcher pendant 1 mois liée à une fermeture administrative du golfe de Gascogne, problématiques financières liées aux tarifs des carburants, tensions sur les zones de pêche et par exemple avec le développement des éoliennes en mer et également pression constante sur la filière de certaines ONG. Il y a 5 ans, le Brexit a également bousculé les marins de la zone Manche-Atlantique. Nous nous souvenons de la bataille qu'il a fallu mener pour obtenir les licences de pêche pour les eaux britanniques. Aujourd'hui, 5 ans après, on ouvre une nouvelle phase, les négociations bilatérales entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et dans le cadre du Reset, un sommet s'est d'ailleurs tenu avant-hier. Et après des mois de négociations, nous avons enfin un accord. Grâce à la mobilisation de la France et des pays, des États concernés, mais également grâce à votre mobilisation, Madame la Ministre, et je vous en félicite, des concessions britanniques ont été obtenues et c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que les dispositions actuelles en matière d'accès aux eaux britanniques se terminaient en 2026 et vous avez obtenu une prolongation. Pourriez-vous détailler les avancées enregistrées et les conséquences concrètes pour les pêcheurs français de cet accord majeur? Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qui va changer dans la vie des pêcheurs? La parole est à la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité et de la forêt, de la mer et de la pêche. Madame Pannier-Runacher, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Havet. Merci effectivement de me donner l'occasion de dire ce que nous avons obtenu, qui est une grande victoire française, une grande victoire européenne dans cette négociation qui inquiétait beaucoup nos pêcheurs et beaucoup les élus des littoraux relative aux droits de pêche suite à l'accord du Brexit qui allait trouver un aboutissement à la fin de cette année. Cet accord, fruit d'un long travail collectif où je n'ai pas ménagé ma peine, prolonge jusqu'en 2038 les modalités d'accès et de répartition des ressources maritimes définies après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. En un mot, nous avons sécurisé l'avenir de notre filière. Ce résultat, c'est évidemment une victoire pour nos pêcheurs et pour leurs familles, pour les territoires littoraux qui vivent de cette activité, mais c'est aussi, permettez-moi de le souligner, une victoire pour la diplomatie française et pour le gouvernement entier qui a tenu bon dans cette négociation sans jamais céder sur les principes essentiels: stabilité, prévisibilité,
respect de nos droits historiques. Je veux aussi saluer ici le rôle actif des parlementaires français et européens. Je sais que vous n'avez pas ménagé non plus votre peine, qui ont su faire entendre la voix de la pêche dans les enceintes européennes, comme dans le dialogue bilatéral. Cela a aussi été relayé par nos élus locaux et je veux saluer le rôle des présidents de région qui ont été vocaux auprès de la Commission européenne. Leur mobilisation constante a renforcé notre position et rappelé que la pêche n'est pas une variable d'ajustement, mais une composante vitale de notre souveraineté alimentaire et de notre économie maritime. Enfin, cet accord témoigne d'une chose essentielle. L'Europe, quand elle parle d'une voix unie, d'une voix forte, est respectée. Aucun État membre pris isolément n'aurait pu arracher seul un tel résultat. C'est ensemble, au sein d'une union cohérente et solidaire, que nous avons pu obtenir la stabilité des règles pour plus d'une décennie. Nous continuerons, soyez-en certaines, à défendre avec la même détermination les intérêts de notre filière, dans l'esprit de responsabilité et de solidarité européenne qui a guidé cette négociation, mais vis-à-vis aussi de la Commission européenne, s'agissant des intérêts et des droits de nos pêcheurs français. Madame Havet. Hello, bienvenue sur ce stream des QAG. On est en train de parler Madame pêche. la ministre, et je profite d'avoir la parole pour une alerte. C'est très bientôt l'UNOC, la 3e conférence sur les océans. La préservation des océans est un enjeu important, mais également, il faut également protéger en fait ceux qui en vivent, et notamment nos pêcheurs. Ce ne sont pas des boucs émissaires, ce sont des modèles, et nous avons besoin de leur dire qu'ils sont importants pour tout le monde. Je vous remercie. Merci. Non, mais les sénateurs sont globalement dans leur temps de parole, et par contre le gouvernement... Notre collègue Laure Darcos, pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Les Indépendants. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adressait à Madame la Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pourquoi c'est Monsieur le Ministre, Philippe Baptiste qui répond. Les académies vont bientôt achever si. leur travail d'élaboration de la carte scolaire pour la prochaine rentrée. Dans de nombreuses communes, la sanction sera cinglante et définitive. Pas assez d'élèves, on ferme une classe. Alors que pour une réouverture, les quotas sont toujours très difficiles à atteindre. Pour les maires, le dialogue avec l'Éducation nationale vire chaque année aux tensions, voire aux cauchemars. Malgré une mobilisation des parents et des professeurs à leur côté, les élus sont tout juste consultés et trop souvent leur avis ne pèse rien face à la détermination des inspections d'académie. Dans mon département de l'Essonne, Videl et Courson-Montloup, dans le Nord, à Staines, en Indre-et-Loire, à la Croix-en-Touraine, dans la Marne, à Broussy-le-Roi, à Montverdun, dans la Loire, à Guérande, dans Loire-Atlantique, quasiment tous mes collègues m'ont confirmé que la même politique de rationalisation des moyens s'appliquait sans prendre en compte les enjeux des territoires ruraux. Peut-on réellement croire que la qualité de l'enseignement et des apprentissages pourra être maintenue à l'identique ? La charge qui pèse sur les enseignants à qui sont confiées des classes de 3, voire 4 niveaux, est trop forte. Vous allez forcément me répondre que le taux d'encadrement n'a jamais été aussi favorable et que la démographie baisse très sensiblement dans le premier degré. Mais n'est-ce pas une aubaine pour nos écoles rurales ou périurbaines de pouvoir bénéficier de classes à effectifs réduits, à l'instar des REP et REP+, pour enseigner les savoirs fondamentaux ? Où est l'égalité des chances lorsqu'on sacrifie les enfants ayant besoin d'un suivi individualisé ? Ma question, monsieur le ministre, est la suivante. Est-il possible que les inspections d'académie fassent preuve d'une agilité accrue pour adapter leurs prévisions à l'évolution des effectifs en cours d'année, au gré des livraisons de logements et des installations des familles, avec des projections sur plusieurs années ? Un dialogue soutenu avec les élus locaux est une nécessité. Êtes-vous prêt à leur donner plus de place dans le processus de concertation afin de garantir une éducation de proximité, préserver l'équité territoriale et assurer un avenir à nos campagnes ? Je vous remercie. Excellente question, je trouve, personnellement. Sur l'égalité des chances entre les villes et les zones rurales. Monsieur Philippe Baptiste, vous avez la parole. Excellente question. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Laure Darcos. La ministre d'État étant retenue, je vais répondre à sa place et pour vous indiquer tout d'abord que la question de la carte scolaire est un sujet qui est particulièrement important pour le ministère. Et comme vous le savez, nous faisons le constat, vous l'avez mentionné vous-même dans la question, d'une forte baisse démographique. Pour rappeler les chiffres, lors de la rentrée 2025, ce sont près de 93 000 élèves en moins, dont 80 000 dans le premier degré. Le nombre moyen d'élèves par classe, comme vous l'avez vous-même aussi indiqué, atteindra le niveau historiquement faible de 21 élèves par classe en moyenne.
S'agissant spécifiquement de l'Essonne et de votre département, madame la sénatrice, malgré 380 élèves de moins attendus cette année, la dotation du département prévoit la création de 19 postes. Je vous confirme, madame la sénatrice, que nous mettons bien cette question de la baisse démographique au service de la réussite de tous les élèves et de la réduction des inégalités sociales et territoriales. S'agissant de la méthode, je vous rejoins parfaitement sur l'indispensable travail conjoint qui doit avoir lieu entre les directions académiques et les élus. C'est tout le sens des observatoires des dynamiques rurales qui ont été mis en place par Élisabeth Borne quand elle était Première ministre et qui a lancé dans le cadre du plan de la ruralité ce dispositif et qui se sont déployés dans tous les départements cette année. Cette instance permet de partager avec l'ensemble des acteurs concernés les prévisions d'effectifs, comme vous l'indiquiez, madame la sénatrice, sur 3 ans, et de travailler sur les ouvertures et les fermetures de classes en associant étroitement les élus. Dans ce cadre, c'est bien dans ce cadre que la convention de la ministre d'État a signé récemment avec l'AMF, et c'est le double engagement qu'elle a pris: inscrire l'évolution de la carte scolaire dans une démarche pluriannuelle et associer les élus. Je vous remercie. Putain, Gérard Larcher qui se réveille. La parole est à notre collègue. Il aurait fallu le dire plusieurs fois avant. Pour le groupe Les Républicains. Les Républicains. Et c'est Laurent Saint-Martin qui va répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le Sénat a pointé par 2 fois l'inquiétude que nous pouvons avoir en matière d'influence étrangère, et particulièrement chinoise, qui n'épargne ni l'Hexagone ni nos territoires ultramarins. Quelques exemples. En matière culturelle, trouvez-vous normal qu'à l'automne dernier, le musée Guimet, dépositaire d'un patrimoine culturel tibétain, supprime définitivement le mot Tibet de son répertoire? Trouvez-vous normal, par ailleurs, de laisser agir l'Institut Confucius, bras armé de la Chine, dans nos universités, ce qui avait été confirmé par notre ancien collègue André Gattolin dans son rapport de septembre 2021. Trouvez-vous normal également qu'au large de la Guyane, les ravages de la pêche illégale détruisent nos fonds marins uniquement pour faire plaisir aux Chinois mangeurs de courbines, ou encore que 80% de l'or extrait de manière illégale part en Chine? N'êtes-vous pas inquiet, comme le disait le ministre Valls, que des formes de colonialisme s'instaurent à travers la Chine dans le Pacifique? Céder à des pressions politiques dans le domaine de la culture et des arts ouvre la porte à de graves dérives autoritaires et partisanes dont il faut impérativement se méfier. Ne pas être inquiet de la stratégie d'implantation chinoise dans le Pacifique, après ce qui s'est passé dans les îles Salomon, serait irresponsable pour l'avenir de nos territoires ultramarins. Ne pas protéger nos universités de cette influence remet en cause la liberté d'expression et l'autonomie des universités. J'imagine que vous avez pris connaissance du rapport du 24 juillet dernier de la commission d'enquête du Sénat, dont le rapporteur était Rachid Temal et qui était présidé par notre collègue Dominique de Legge, qui pointait clairement les inquiétudes que nous pouvons avoir. J'ose espérer qu'une tolérance passive ne sévit pas au Quai d'Orsay. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous rassurer en nous précisant si au sein du ministère des Affaires étrangères, une cellule a été mise en place afin de lutter contre cette entreprise d'influence chinoise? Une question qui va directement au but. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait contre la Chine? Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Sénateur. Madame la sénatrice, vous avez raison de pointer ce sujet important, sensible, parfois grave, de l'ingérence et de l'influence de puissances étrangères. Vous avez essentiellement cité la Chine. Il y a aussi d'autres sujets venant d'autres pays. Vous avez aussi raison de citer que cela peut cibler notre territoire métropolitain, mais aussi nos outre-mer. Et vous avez cité le cas du Pacifique à juste titre, et notamment de la Polynésie. Et je veux évidemment vous rassurer pour vous dire que, évidemment, le gouvernement et l'ensemble des administrations concernées sont non seulement tout à fait au fait, mais surtout très concentrés et sans naïveté sur les actions que nous devons mener. Cela peut concerner, vous l'avez dit, des enjeux culturels. Cela peut aussi beaucoup, et j'en suis concerné au premier chef, des enjeux économiques et notamment de sécurité économique concernant des secteurs d'activité sensibles qui sont directement liés à notre souveraineté et à notre autonomie stratégique. Madame la sénatrice, je tiens évidemment à vous rassurer sur le fait que sous l'impulsion du Président de la République, un renforcement significatif de nos moyens a été engagé. Très concrètement, cela passe par le renforcement de capacités d'analyse et de surveillance de nos services de renseignement d'abord,
mais aussi la mise en place de mécanismes de contrôle accrus sur les financements étrangers des associations, notamment via la loi confortant le respect des principes de la République, qui est utilisée à bon escient à cette fin, et un dialogue renforcé avec les établissements, notamment d'enseignement supérieur, et les collectivités locales, elles-mêmes aussi, comme beaucoup d'autres services publics, ciblées par des manœuvres d'influence. Enfin, la coordination interministérielle pilotée par le secrétariat général de défense et de sécurité nationale joue son rôle à plein dans la question. La France reste évidemment, et je tiens à le dire en tant que ministre du Commerce extérieur aussi, ouverte aux échanges internationaux. Ce n'est pas se replier, se refermer sur soi-même que d'agir en défensif sur ces questions d'ingérence, mais elle n'est ni naïve, ni bien sûr inattentive. Nous continuerons à agir avec la totale détermination qui se doit pour défendre à la fois notre indépendance, mais aussi protéger notre débat démocratique. Ça m'évoque une citation, je ne sais plus de qui elle est, mais qui disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Écologiste et républicain. Les socialistes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues. Sur le ring du commerce mondial, le match est truqué. D'un côté, Jennifer, enseigne française fragilisée et bientôt balayée. De l'autre, Shein et Temu, géants du e-commerce chinois dopés par des produits à bas coût et polluants. Et vous, Madame la Ministre, prétendu arbitre, que faites-vous? Jennifer, ce sont 1000 salariés licenciés ce mois-ci, comme les 2100 de Camailleux en 2022. Et demain, qui? Combien? Pendant ce temps, Shein, c'est près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en France, sans impôts, sans contraintes. En réalité, le scandale est triple. Il est social, écologique et fiscal. Résultat, nos entreprises payent. Eux contournent. Nos salariés sont licenciés. Eux livrent. Nos normes contraignent. Eux prospèrent. Madame la Ministre, il est temps d'en finir avec la naïveté. D'exiger une réponse européenne ferme, rapide ici et juste, d'adapter notre système douanier à l'e-commerce et d'imposer aux géants du numérique les mêmes règles qu'à nos commerces de proximité. Alors, Madame la Ministre, qu'attendez-vous pour défendre l'emploi, la transition écologique et la justice fiscale? Pour vous répondre, Véronique Louwagie, la ministre déléguée au commerce, artisanat, qui est naïf petites ici. et moyennes entreprises et économie sociale et solidaire. Madame Louwagie. Levez-vous dans le chat. Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Rémi Cardon, vous avez raison, vous connaissez ces chiffres. Un a été annoncé ici d'ailleurs au Sénat par la Poste. 22% des colis qui sont distribués par la Poste émanent de 2 plateformes asiatiques. Ce sont 7000 nouvelles références par jour qui sont établies en matière de textile. Ce sont 1,5 million de colis qui arrivent par an en France. Et nous avons une plateforme asiatique qui transporte 5000 tonnes par jour dans le monde de textiles par fret aérien. Donc effectivement, il y a des aspects en matière d'environnement, vous l'avez indiqué, le fret aérien a un impact négatif 100 fois supérieur à celui qui concerne le fret maritime. Il y a un impact social également, il y a un impact économique, puisqu'aujourd'hui, effectivement, nous assistons à un dispositif de concurrence déloyale, avec des productions qui ne sont pas du tout établies avec les mêmes normes, avec la même réglementation, et cela fragilise effectivement notre commerce physique. Nous devons sonner la mobilisation générale, et nous avons sonné la mobilisation générale. Au niveau de la DGCCRF, j'ai demandé à ce que les contrôles émanant de produits des plateformes soient triplés, que lorsque des contrôles sont effectués au niveau des plateformes, ces contrôles soient effectués à 360 degrés, c'est-à-dire sur l'ensemble des éléments, qu'il s'agisse des questions de loyauté, de pratiques commerciales ou de régularité des produits. 3, que lorsque une faille est établie sur un petit acteur, des contrôles soient effectués sur les mêmes segments, sur les gros acteurs. Avec ma collègue Amélie de Montchalin, nous avons renforcé la coordination entre les douanes et la DGCCRF, et avec ma collègue Agnès Pannier-Runacher, nous sommes intervenus et nous avons poussé pour que la proposition de loi Fast Fashion puisse être examinée début juin, en ayant fait en sorte que des dispositions plus robustes puissent être intégrées dans cette proposition de loi. Au niveau européen, nous poussons pour que la disposition qui concerne l'exemption des petits colis jusqu'à 150 € puisse être revue, et nous avons obtenu hier
que la Commission propose une taxe de 2 € sur les colis. C'est une avancée et nous poursuivons encore au niveau européen pour faire en sorte que ces pratiques Il faut conclure, là. Monsieur Cardon. Putain, Louwagie, Déjà, merci pour ces éléments de réponse, même si, vous savez, c'est totalement insuffisant, puisque 2 € de frais de gestion sur des colis qui vont de 20 à 70 € en moyenne, je veux dire, ça va faire peur à personne. Par contre, pourquoi vous ne pouvez pas vous attaquer justement aussi à un problème où Shein encaisse 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et pourtant, il paye 0,02% d'impôts. C'est pas moi qui le dis, c'est même le patron de la coopérative U. Enfin bref. Et puis d'ailleurs, je tiens à vous signaler, Madame la Ministre, que à force de parler d'action, mais en fait les faits parlent plutôt d'abandon, ce gouvernement fait de la fast fashion sa ligne politique. Tout pour l'image, rien pour la durabilité. Faut conclure. Bah oui, mais il a conclu, hein. Faut conclure. Mais il est bourré, en fait. Les Républicains. Les Républicains. Mais il est bourré. Il a rendu le micro. Faut conclure. Bien, il est bourré, Gérard. Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre en charge des comptes publics et concernait notamment le problème de la non-certification par la Cour des comptes des comptes de la Caisse nationale d'allocation familiale. Mais cette question a déjà été posée par notre collègue Cambier, donc je vais changer de question pour pouvoir m'adapter. Aller plus loin pour mettre en avant les dysfonctionnements profonds notamment de la branche famille. Parce qu'au-delà du problème de la certification, je rappelle, c'est la 3e année consécutive. Et d'ailleurs, je me souviens de la réponse qui avait été apportée l'année dernière, qui était à peu près de la même nature, en disant « ne vous inquiétez pas, on a la solution ». Donc moi, je vous dis accélérer. Deuxième point important, le système d'information qui est défaillant. Aujourd'hui, il est soumis à de nombreuses attaques, on a une défaillance formelle, voire même plus. Nous avons même l'administration fiscale, que vous connaissez bien, qui est dans l'incapacité de transmettre plus de 2 millions de revenus fiscaux aux allocataires au regard de problèmes de données d'identification. Donc là, on a une vraie difficulté pour pouvoir contrôler. C'est un vrai dysfonctionnement. Troisième point qui pour moi est important, c'est aussi le fait que globalement, même si vous avez donné des chiffres importants concernant la fraude, concrètement sur cette branche-là, c'est une diminution en 2024 de 7% des contrôles. Et je crois que c'est un point essentiel parce qu'aujourd'hui, comme on n'a pas les outils adaptés en matière d'informatique, comme on n'a pas les outils de suivi adaptés, eh bien je comprends que mettre en place une politique de fraude est extrêmement compliqué malgré la mobilisation de l'ensemble des fonctionnaires. Donc je crois que sur ce sujet-là, il y a urgence à agir parce que la communication... Pas des fonctionnaires dans la branche famille. 12 heures est terrible. Expliquer aux Français qu'on va devoir collectivement faire des efforts pour les comptes sociaux et en même temps que globalement nous n'avons pas les outils suffisants pour maîtriser la fraude concernant les comptes de tout ce qui concerne l'allocation de logement et le RSA. Je pense que c'est une vraie difficulté, on comprend, mais il y a urgence à agir et surtout je crois qu'il faut être extrêmement transparent dans la mobilisation. Bon. Pour vous répondre, alors, qu'est-ce qu'elle va dire Amélie de Montchalin? Madame de Montchalin. Sachant que moi j'ai pas mal de choses à dire, vu que j'ai une expérience. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, vous nous invitez à aller plus loin et vous avez raison. Le sujet de la fraude a connu un épisode que je dois dire un peu malheureux. C'est que, avant que ce gouvernement soit formé, vous aviez, dans le cadre du PLFSS 2025, travaillé conjointement, députés et sénateurs, à un certain nombre de mesures. Je pense notamment à l'échange de données entre complémentaires et sécurité sociale. Je pense notamment à la réforme du service médical. Je pense aussi à un certain nombre de pratiques à harmoniser entre départements. Et nous le savons tous, ces dispositions ont été considérées comme des cavaliers par le Conseil constitutionnel et ne sont donc pas applicables ni donc appliquées. Au fond, ce qu'on voit, c'est qu'on a aujourd'hui, si je résume la situation, des outils qui marchent de mieux en mieux du côté fiscal. Je ne dis pas que nous avons fini de traquer et de collecter la fraude fiscale, mais nous avons beaucoup progressé avec des gels, avec des saisies, avec des outils qui aujourd'hui, je vous donne un exemple, l'Office national antifraude a saisi juste l'an dernier 600 millions d'euros. Mais il est aujourd'hui, et ma collègue Catherine Vautrin et moi-même avons d'ailleurs ensemble communiqué en ce sens, absolument intolérable qu'il soit devenu plus facile de frauder la sécurité sociale que de frauder le fisc. Or, à la fin, c'est le même argent des Français. Nous n'avons qu'un seul portefeuille et nous avons des politiques publiques en partage. Et donc, nous sommes en train de travailler avec Catherine Vautrin pour que les mécanismes qui fonctionnent dans le domaine fiscal, les procédures, le soutien judiciaire, la manière dont nous avons une réactivité soient également désormais appliqués dans la sphère sociale. L'an dernier, nous avons détecté 1,6 milliard de travail dissimulé.
Nous avons au total détecté 2,9 milliards de fraudes dans la sphère sociale et nous avons donc aujourd'hui des contrôles qui, dans un certain nombre de branches, doivent s'améliorer, mais par ailleurs qui fonctionnent. Le sujet, c'est de bloquer l'argent et de le saisir. Pourquoi je dis bloquer? Parce que malheureusement, Tracfin nous le montre, une partie de cet argent est captée par la criminalité organisée et par l'étranger. Notre détermination à travailler avec vous en ce sens est totale et nous le voyons, nous avons besoin d'outils législatifs renforcés. Je vous remercie. On en parlera après, hein, mais j'ai pas mal de choses à dire. Quelques secondes. Rapidement, en quelques secondes, je réagis à votre quelques intervention. secondes. Moi, je propose très concrètement que nous puissions porter ensemble une proposition de loi concernant les outils de fraude pour éviter de nouveau le même phénomène au moment du PLFSS. Donc, vous avez lancé l'opportunité, nous la reprenons, et donc nous avons urgence avant l'examen du PLFSS 2025. Très bien. La parole est à notre On en parlera après les QAG. Guidez pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez Parce la que parole. c'est des réponses trop simples, Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Armées. voire démagogiques. Monsieur le ministre, le principe n'était pas de nous former, mais de nous bisuter, nous humilier pour amuser les cadres. Ils ont décidé de me briser. Ces mots sont ceux de Clovis Trito, ancien militaire du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine de Castres. Ils reflètent une souffrance qu'on ne peut ignorer. Ces derniers jours, 4 ex-militaires ont déposé plainte pour les faits de harcèlement moral, de violence psychologique et d'humiliation. Ils décrivent un climat de soumission où l'autorité se confondrait avec la brutalité. Des bizutages qui n'épargneraient ni l'intégrité physique ni la dignité. Parmi les 46 recrues de cette section, seuls 16 ont poursuivi leur engagement. Soyons clairs, il ne s'agit pas de généraliser, encore moins de salir l'image de notre armée. Nos cadres sous-officiers et officiers servent avec honneur et exigence. Nos armées forment la jeunesse à l'endurance, à l'engagement, à la maîtrise de soi. Cette autorité-là est précieuse. Elle fait la force, la fierté, l'identité et l'attractivité de nos armées. Mais l'autorité n'autorise pas les sévices et la tradition ne saurait excuser la maltraitance. Or, les abus existent, les drames également. Nos militaires, eux aussi, ont une santé mentale. Ils peuvent connaître des troubles psychiques, un mal-être, une dépression, d'autant plus s'il y a harcèlement. Je pense à Louis Tinard, jeune militaire de 20 ans, dont j'ai eu le papa au bout du fil, qui s'est suicidé dans sa caserne en 2022 et dont la mort a été reconnue comme accident de service. Monsieur le ministre, quelles dispositions seraient mises en place dans le cadre de ce dossier? Comment garantir aujourd'hui à nos jeunes volontaires un encadrement sûr, digne, conforme aux valeurs de notre République, mais aussi de nos armées? Comment mieux détecter et accompagner aussi les soldats qui souffrent en silence? Quand l'engagement devient souffrance, nous ne pouvons rester dans l'indifférence. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre des Armées, Monsieur Sébastien Lecornu. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, permettez-moi de partager déjà votre émotion et la tonalité de votre question et de vous redire au nom de l'institution et au nom du gouvernement la colère qui a été évidemment la nôtre lorsque ces différents faits sont apparus dans la presse. Peut-être dire des choses simples avec rigueur et empathie. La première des choses, c'est évidemment de respecter la parole des victimes, ce qui n'a pas toujours été le cas malheureusement dans le passé. La respecter, c'est la prendre en compte, c'est également, vous l'avez dit, être capable de l'accompagner avec l'ensemble des outils qui sont les nôtres, y compris sur le terrain évidemment médico-social ou psychologique. On l'a fait dans ce qui a été appelé à tort d'ailleurs en anglais le MeToo des armées, mais dans d'autres cas de figure, nous avons parfois pas été complètement à la hauteur et évidemment un certain nombre de mesures correctives ont été prises. La deuxième des choses, c'est que les enquêtes de commandement doivent avoir lieu. Le CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre, en a été saisi. Je rappelle que dans la militarité, je le dis sous le regard d'officiers de la gendarmerie qui sont ici présents, l'officier a un devoir de protection par son commandement. Cette autorité vaut aussi la protection des subordonnés qui sont évidemment placés sous ses ordres. Et donc là aussi, nous devrons faire la lumière sur cette affaire. Troisième des choses, l'enquête de commandement n'écarte pas la juste et nécessaire collaboration avec l'autorité judiciaire. En l'espèce, dans les faits que vous avez rappelés, ce sont les plaignants qui ont saisi la justice. Il est arrivé parfois dans le passé que l'institution militaire se contentait parfois d'une enquête de commandement. Or, l'article 40 du Code de procédure pénale que nous connaissons toutes et tous ici s'applique évidemment également pour l'autorité militaire. Dernier point, il faudra savoir punir. Et je le dis parce que trop souvent aussi dans le passé, la tentation est d'éloigner, pour dire les choses pudiquement, les victimes et non pas précisément les auteurs. Et donc l'institution doit être capable de se débarrasser de ces canards boiteux. Dernier point, mais vous l'avez dit, en aucun cas, et vous l'avez dit, je le dis ici au Sénat, des dérives individuelles de
quelques personnes ne doivent porter atteinte à la réputation de l'institution militaire dans son ensemble, car évidemment, il s'agit là non seulement de réputation, mais du succès des armes de la France. Merci beaucoup. Madame Guidez. Oui, très vite fait. Je vous remercie pour votre réponse très claire. Je voudrais simplement dire qu'un soldat en souffrance ne sera jamais un bon soldat et l'autorité naturelle d'un bon cadre ne résidera jamais dans l'humiliation. Merci. La parole est à notre collègue André Reichardt pour le groupe Les Républicains. Les Républicains de Roquette. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, ce matin, le Conseil de défense s'est réuni pour la présentation d'un rapport intitulé « Les frères musulmans et islamisme politique en France », qui a été rédigé par le préfet Pascal Courtade et l'ambassadeur François Gouillette. Ce rapport, demandé par votre prédécesseur, a fait l'objet d'un important travail d'analyse pendant plusieurs mois. Selon nos informations, il semblerait qu'il brosse le tableau effrayant d'un pays, le nôtre, la France, Monsieur le ministre, un pays qui serait miné de l'intérieur par une confrérie qui y a structuré un important réseau d'implantation, qu'il s'agisse de lieux de culte, d'associations, d'écoles confessionnelles, voire d'écosystèmes complets qui investit progressivement nos quartiers et nos villes. Tout cela à bas bruit, mais avec beaucoup d'efficacité, serait même alimenté par des circuits financiers, y compris de l'étranger. Son objectif est tout simplement la prééminence de la loi coranique sur les lois et les valeurs de notre République, rien de moins. Vous auriez dit, Monsieur le ministre, vous-même, que ce rapport est accablant et alarmant. Compte tenu de ces propos vraiment très forts, pourriez-vous nous en dire plus et bien entendu nous indiquer la suite que le gouvernement compte donner à ce constat effectivement effrayant? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Alors, Bruno Retailleau. Monsieur le Président, des Monsieur Républicains, le sénateur André Reichardt, bien sûr que ce rapport est alarmant. Il concerne l'islamisme. Je tiens à dire, du reste, qu'il faut séparer les menées islamistes d'une pratique de l'islam qui est compatible avec la République. Et j'observe du reste que les pays les plus durs avec les frères musulmans, ce ne sont pas les démocraties occidentales, ce sont les pays musulmans. Pour le dire, je voudrais ajouter qu'il y a une grande différence entre ce qu'on a appelé le séparatisme et l'entrisme. Le séparatisme prétend faire des petites contre-sociétés séparées de la communauté nationale, tandis que l'entrisme prétend modifier profondément nos propres règles pour l'ensemble de la communauté des citoyens. Vous l'avez dit vous-même, et je sais que vous y êtes intéressé, je connais vos travaux, le rapport de 2016, la PPL de 2018, je crois, et que, en réalité, sous couvert d'entrisme, d'un islamisme à bas bruit, en réalité, on a toujours la même matrice politique. C'est d'ailleurs les frères musulmans qui l'ont inventé à partir de 1928, et cela n'a pas bougé. La prééminence de la loi coranique sur la loi de la République, l'infériorisation notamment du statut de la femme, et enfin de l'antisémitisme, voilé souvent par le biais et sous le prétexte de l'antisionisme. Il faut bien entendu prendre ce problème à bras-le-corps. Le rapport indique qu'il y a deux menaces. Une menace contre les intérêts fondamentaux, notamment les régimes républicains de nos institutions, mais aussi de la cohésion nationale. Ce qui devra être proposé dans les mois à venir, dans les semaines à venir, c'est une meilleure organisation de l'État avec un vrai chef de file en matière de renseignement et un parquet administratif au ministère de l'Intérieur pour, comment dirais-je, diligenter des dissolutions, diligenter des entraves administratives. Deux, les circuits financiers. C'est capital. Comment se fait-il qu'après la dissolution de Baraka City, les biens de Baraka City, les actifs, soient allés se réfugier au Royaume-Uni? Comment se fait-il qu'après la dissolution du CCIF, les mêmes biens, les actifs, soient allés se réfugier en Belgique? Donc on a des trous dans la raquette. Et enfin, une stratégie de sensibilisation informationnelle, sensibilisation du grand public. Faut conclure. Dans quelques heures, le rapport sera rendu public, mais aussi il faudra former les fonctionnaires, mais en même temps les élus. C'est capital. Et croyez-moi, nous avons la ferme intention de combattre le frérisme et l'entrisme. Oh, 2 secondes. Ah, ça s'est joué à 2 secondes, quoi. Al qui doit être en sueur. Monsieur le ministre, si mal nommer les choses, vous le savez, ajoute au malheur du monde, selon Camus, avec ce rapport, ce ne sera pas le cas. Cette fois,
Les ennemis des valeurs de notre République semblent bien être nommés. Je voudrais saluer vivement cette prise de conscience. Mais il faut également des actes pour démonter cette mécanique qui est en cours. Le Sénat, monsieur le ministre, vous le savez, a fait plusieurs propositions à cet égard, dont celle d'un rapport que vous avez bien voulu citer, que j'avais commis en son temps sous la présidence de Corinne Ferret et avec ma co-rapporteure Nathalie Goulet. La liste des propositions que nous avions faites était longue. La lutte pour la transparence des financements, ne fais pas tout le listing. contrôle des subventions de l'Union européenne, la qualification des ministres du culte et bien d'autres. Il reste beaucoup à faire. Je sais qu'il faut du courage politique et de l'énergie, monsieur le ministre. Vous ne manquez ni de l'un ni de l'autre. Allez-y. La parole est à notre collègue Ministre du Annie Le Héroux pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Excusez-moi, je m'emporte. Les socialistes maintenant. Monsieur le ministre, selon le décompte du collectif Les Morts de la rue publié avant-hier, il serait 855 à avoir péri en 2024. 855 personnes, une majorité d'hommes, 112 femmes morts sur la voie publique dans des abris de fortune. 855, dont 19 enfants de moins de 4 ans. Cette situation est intolérable dans notre pays. Or, elle s'aggrave et concerne tous les départements. Depuis 2017, ce nombre de morts de la rue a augmenté de 135%. Pourtant, la fortune des milliardaires français a augmenté de plus de 24 milliards depuis 2019, selon Oxfam. La Fondation pour le logement des défavorisés fait état de 350 000 SDF en 2024. Au-delà des personnes à la rue, ce sont 1 118 000 personnes sans logement à soi. À l'inverse des promesses du président Macron en 2017, les politiques sociales des gouvernements successifs aggravent les risques de se retrouver à la rue. Les places d'hébergement d'urgence et le budget afférent stagnent depuis des années. Le SIAO est plus que débordé et au désespoir des travailleurs sociaux. Votre promesse de 10 000 places supplémentaires ne répondra qu'à 7% des besoins. La loi Kasbarian-Berger a provoqué une chute des constructions de logements sociaux. En 2024, c'est moins d'une demande de logement social sur 10 satisfaite. 9 sur 10 non satisfaites. Sur nos territoires, la tension sur les budgets des collectivités et des associations de solidarité les empêche de répondre aux besoins exprimés. Les difficultés d'accès aux soins en santé mentale accentuent aussi la marginalisation de certaines personnes. Monsieur le ministre, confirmez-vous ces chiffres insupportables du nombre de morts de la rue en France ? Quelles mesures envisagez-vous pour lutter contre la précarité ? Quelles mesures pour assurer un abri décent pour tous, enfants, femmes, hommes mis en danger de mort dans les rues de notre pays? Merci. Portrait au vitriol sur les politiques sociales menées par ministre en charge des comptes 815, c'est une publics. horreur, les délais d'attente. Ah ouais. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice, vous nous interrogez sur un sujet qui est à la croisée à la fois de la politique du logement, de la politique budgétaire, de l'aménagement du territoire et plus largement de notre politique de soutien aux plus vulnérables. Je réponds aujourd'hui alors que Valérie Létard aurait pu évidemment vous donner les détails sur les chiffres, les politiques qu'elle mène dans son action résolue en tant que ministre du Logement. Je voulais vous répondre sur un élément qui a été moteur depuis 2017, c'est la politique du logement d'abord. Logement d'abord, c'est un plan massif d'investissement avec les collectivités pour sortir de la logique de l'urgence et redonner aux personnes de la dignité. Nous parlons de centaines de milliers de Français et de familles qui, depuis 2017, ont été sortis de la précarité et de cette boucle infernale de l'hébergement d'urgence où on ne se réinsère pas, on ne se scolarise pas et où on ne peut malheureusement pas trouver un travail ni trouver un emploi. Logement d'abord, ces centaines de milliers de familles qui ont été sorties de la précarité est une politique que nous continuons de soutenir grâce aux collectivités. Dans notre politique, hier, avec Valérie Létard, nous avons continué à soutenir les bailleurs sociaux en signant le décret de la RLS pour en réduire la réduction de loyer de solidarité. Avec Valérie Létard, nous soutenons toutes les mesures, notamment dans le cadre de l'ANRU, mais également de l'ANA pour les personnes les plus fragiles. Et je veux vous dire, Madame la sénatrice, que nous ne voulons pas opposer les Français entre eux. Tous les Français contribuent à la solidarité nationale. Je vous sais attaché à la justice fiscale, nous aussi. Je vous sais attaché au fait que les comptes publics doivent être respectés. Et nous luttons, je viens de le dire, contre la fraude, toutes les fraudes, qu'elles soient fiscales, qu'elles soient sociales. Je ne souhaite pas ici que nous opposions les efforts que nous faisons sur des politiques d'ampleur et l'appui aux plus vulnérables. Je pourrais vous donner avec Valérie Létard les chiffres du budget du logement. Nous n'avons pas gelé, nous n'avons pas annulé les crédits
qui sont dédiés au logement d'urgence. Nous n'avons pas annulé, nous n'avons pas gelé les crédits liés à la politique du logement social. Notre politique est lisible, nous voulons que ça fonctionne mieux et nous n'y arriverons que parce que dans chaque bassin de vie, dans chaque commune, nous travaillerons main dans la main, sans polémique et sans effet malheureusement trop souvent d'annonces qui manquent derrière d'activité. Vous avez quelques secondes. Hein. Je crois que les chiffres sont têtus, le nombre de morts dans la rue augmente et le logement d'abord ne répondra pas à cette difficulté. Et je crois que c'est la dignité des personnes et nous leur devons un toit pour tous les Français. La parole est à notre collègue Christine. Mais vous voyez, elle n'a pas confirmé le nombre de morts. Groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Madame la Ministre, alors que de nouvelles manifestations se préparent la semaine prochaine, nourries donc par le démontage méthodique de la proposition de loi Duplon à l'Assemblée nationale sous l'influence des lobbies écolo-gauchistes, je veux saluer à ce sujet la clarté et l'engagement sans faille de Madame Genevard, que je sais actuellement aux côtés des agriculteurs lourdement touchés par les intempéries d'hier soir dans le Sud-Ouest. Ah oui, donc dans le Var, ok. Mais voilà qu'un nouveau front s'ouvre. La Commission européenne a proposé, et les États membres ont validé, une augmentation substantielle et exponentielle dès juillet des droits de douane sur les engrais d'origine russe et bélarusse, dans le cadre du règlement visant à réduire notre dépendance stratégique à l'égard de la Russie. Cette taxe, cette surtaxe, cette énième taxe va inévitablement faire flamber les prix et poser un problème de disponibilité. Et les agriculteurs vont une fois de plus en être les premières victimes, alors que leurs trésoreries sont plus que tendues. Ils subissent de plein fouet l'inflation, la concurrence déloyale et un carcan normatif On peut dire les deux. Suffocant. Madame la Ministre, avez-vous l'assurance d'une compensation rapide, lisible et efficace pour pallier une inévitable explosion du prix des engrais azotés ? Et surtout, comment garantir que ces fertilisants russes ne seront pas réimportés à des prix prohibitifs via des pays tiers ? Alors, Madame la Ministre, comme pour le gaz. Veuille pénaliser la Russie, c'est une chose, mais qu'elle le fasse sur le dos de ceux qui nous nourrissent est inacceptable. Merci. Ah, on va encore renforcer l'économie russe avec tout ça. La parole est à la ministre déléguée porte-parole du gouvernement. En fait, c'est le nouveau nom de la Biélorussie. On parle du Bélarus maintenant. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Christina Pluchet. Tout d'abord, je vous prie en effet d'excuser Madame la ministre de l'Agriculture. Mais on peut dire les deux encore. Vous l'avez dit, est dans le Sud-Ouest pour être aux côtés des agriculteurs dont les exploitations ont été affectées par des intempéries ces dernières nuits. Alors, vous posez le sujet de la surtaxe des fertilisants azotés. Vous évoquez cela en disant « et c'est bien compréhensible que cela crée des fortes inquiétudes chez les agriculteurs, nous le comprenons ». Juste pour reprendre les choses, la Commission européenne a déposé cette proposition avec un objectif double. Le premier, vous l'avez dit, est un objectif géopolitique pour ne pas financer la Russie dans son effort de guerre. Et c'est ce qu'on va faire. Nous pouvons partager que c'est une nécessité. Et dans un second temps, pour réduire nos dépendances stratégiques, et les engrais créent des dépendances stratégiques inacceptables. Et c'est ce qu'on ne va pas faire. L'objectif est de diversifier les approvisionnements sur des produits des pays tiers et encore mieux, à plus long terme, de réimplanter des industries pour les engrais. La Commission a proposé un système progressif jusqu'en 2028, avec une évolution lente au départ pour permettre une forme d'adaptation. Mais la position de la France, même si elle est consciente de l'effort, est de dire que cet effort ne doit pas être payé par nos agriculteurs. La protection de nos agriculteurs est notre priorité, la priorité du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre et de notre ministre de l'Agriculture. Et nous l'avons fait comprendre au Conseil. Nous avons demandé d'intégrer des mesures de remédiation, un mécanisme de stop and go pour protéger les agriculteurs justement en cas de crise. Nous nous sommes opposés à l'inclusion de l'ammoniac dans les produits surtaxés et nous avons obtenu de la Commission un engagement à prendre des mesures c'est exactement adéquates
en cas d'augmentation trop importante des prix. Et nous avons également indiqué que nous souhaitions des dispositifs pour éviter le contournement par d'autres pays de flux qui viendraient de la Russie. La France, vous savez, sera très vigilante sur l'évolution du prix et nous serons aux côtés de la ministre de l'Agriculture pour veiller à ce que les agriculteurs ne soient pas pénalisés par ces dispositions. Et oui, j'en profite pour dire, c'est Sophie Primas qui a annoncé hier que le macronisme était fini. Merci de votre réponse, Madame la Ministre, mais je pense que le bon sens aurait voulu que l'Europe soit souveraine en matière de production d'engrais avant d'envisager de couper le robinet russe, hein. Mais il n'en est rien. Alors j'insiste, il nous faut des garanties rapidement, comme celle de lever les taxes douanières et anti-dumping sur les importations d'engrais provenant d'autres régions du monde pour maintenir un approvisionnement compétitif à nos agriculteurs. Merci. Merci. Et la dernière question de l'Union centriste. La parole est à notre collègue Jean-Michel Arnaud pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et elle porte sur les moyens affectés à la lutte contre l'immigration illégale, tout particulièrement à la frontière italienne dans le département des Hautes-Alpes, au col de Montgenèvre. Pour les non-initiés, le col Montgenèvre est situé à peu près à 1800-1900 mètres d'altitude et est devenu le premier point en France d'entrée terrestre de flux illégaux de migrants en 2015. Plus de 130% d'augmentation de passage entre 24 et 25. Face à ces afflux et au regard des conditions géographiques et climatiques du col, la police aux frontières est tout bonnement dépassée. Première difficulté, la charge de travail ayant quadruplé, le manque de personnel se fait durement ressentir. Je pense notamment au nombre insuffisant d'officiers de police judiciaire. Deuxième difficulté, les locaux inadaptés, tant pour assurer un accueil digne pour les migrants que pour assurer des conditions de travail décentes pour les fonctionnaires de police. Je rappelle que les rétentions administratives s'opèrent dans des algécos situés à plus de 2000 mètres d'altitude. Troisième difficulté, un flou juridique concernant le traitement des étrangers en situation irrégulière. Depuis que la Cour de justice de l'Union européenne a estimé dans un arrêt du 21 décembre 2023 que la France ne pouvait pas procéder au refoulement de personnes migrantes entrées illégalement sur le territoire sans qu'elles puissent bénéficier d'un certain délai pour quitter volontairement le territoire. Monsieur le ministre, ma question est simple. Quels moyens durables le gouvernement compte-t-il déployer pour faire face à cette situation qui n'est pas sans conséquence sur la sécurité du territoire national dans son ensemble? Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Jean-Michel Arnaud, sur le micro. Nous sommes parvenus à verrouiller la frontière entre les Alpes-Maritimes et l'Italie. Aujourd'hui, désormais, le flux d'Érythréens passe, c'est nouveau, passe en Italie, par Lampedusa, l'Italie, et ensuite par le col du Montgenèvre et bien entendu les Hautes-Alpes. Sur 90% des mineurs non accompagnés qui ont été interceptés, 90% donc proviennent justement de l'Érythrée. Des mineurs en plus. D'abord, c'est la protection de la frontière. Vous savez que contrairement à beaucoup d'autres pays, nous n'avons pas de corps unifié de garde-frontières. Donc on a mis au point un corps diversifié de garde-frontières avec des gendarmes, la police aux frontières, la douane, bien sûr, et Sentinelle, notamment l'armée, pour mieux garder les frontières. Je vous annonce que j'ai décidé de dépêcher une compagnie de CRS pour renforcer justement les effectifs, les renforcer aussi en termes d'officiers de police judiciaire et de modulaires. C'est fondamental, avec aussi l'office qui tracte les filières. L'an dernier, nous avons pu démanteler 269 filières, justement, qui sont des vrais trafiquants d'êtres humains, et nous allons aussi renforcer ces dimensions. Vous m'interrogez sur la question juridique et notamment sur la jurisprudence de septembre 2023, dite ADDE, de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle nous complique énormément le travail, vous le savez bien. Avec l'Italie, c'est la raison pour laquelle nous avons obtenu des résultats, notamment sur les Alpes-Maritimes. Nous avons, avec des patrouilles mixtes, la possibilité d'avoir une procédure simplifiée. Il faut que nous le fassions, là aussi, dans votre département, où il y a moins, en revanche, de policiers italiens. Et puis, il y a surtout la révision de la directive Retour. C'est absolument fondamental, j'y suis revenu à plusieurs reprises. La directive européenne, la directive Retour, aujourd'hui, je l'appelle la directive anti-retour, puisqu'elle donne aux clandestins le choix de partir avec un délai volontaire. Autant dire que ça ne peut pas fonctionner. L'idée est d'inverser la logique. C'est ce que la Commission européenne a mis sur la table il y a quelques semaines simplement. Et ça va vraiment tout changer. Croyez-moi, nous sommes totalement mobilisés pour garder ces frontières entre vos départements et l'Italie. Monsieur Arnaud. Oui, merci Monsieur le Ministre. Il y a un point sur lequel vous ne m'avez pas répondu, c'est la question des locaux, qui signifie également
un élément important pour la dignité des personnes migrantes, mais aussi et surtout pour le travail des policiers, puisque le CRA le plus proche est à plus de 2 heures de route, et vous comprenez aisément les conséquences que ça peut avoir en matière de dignité humaine et de qualité du travail pour nos policiers. Merci. Nous en avons terminé. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les ministres, nous en avons terminé avec les questions d'actualité. Voilà. La séance va être suspendue. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen du projet de loi autorisant la ratification du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti. La séance est suspendue. Très bien. Et ben nous, c'est la fin des questions d'actualité au Sénat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment et que vous n'aurez pas trop crisé. Voilà, on va dire ça. Nous, on va débriefer. On a pas mal de sujets à aborder en off. YouTube, je vais arrêter là la VOD. Comme pour YouTube, comme pour la partie Assemblée nationale, je vais faire un test dans le découpage de cette VOD de séquencer toutes les questions avec des chapitres. N'hésite pas à me dire, pareil YouTube, dans les commentaires, si cette idée te plaît, pour que tu puisses retrouver plus facilement les temps forts de la vidéo sur chacune des 16 interventions qu'il y aura eu aujourd'hui. Voilà. Et puis bien sûr, avant de partir, n'hésite pas à liker, à commenter dans un sens plus général, dire ce que tu penses du séquencement des 2 VOD Assemblée nationale d'un côté, Sénat de l'autre. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner. Voilà. Nous, on va débriefer. Vous restez bien Twitch. J'en profite à dire pour YouTube que nous sommes en live sur les QAG tous les mercredis. Hein, c'est le nom du format. De 13h45 à peu près 16h30, 17h. Quelque chose par là, le temps de débriefer. YouTube, si ce format te plaît et que tu veux venir échanger, discuter, délibérer avec nous, je t'invite à sauter le pas comme tant d'autres avant toi et à nous rejoindre sur Twitch. C'est toujours intéressant de discuter avec les uns et les autres, d'échanger, de confronter les idées et les opinions. Pour ma part, je considère que c'est quelque chose qui, à chaque fois, me rend plus grand intellectuellement. Voilà, de tomber et de discuter avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec moi. Voilà. Et puis, bien sûr, si tu ne veux rien rater de mes publications, de mes formats, etc., je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. C'est vrai que je ne mets pas trop l'emphase là-dessus, mais il le faut aussi. Sur Discord, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur YouTube. Voilà, c'est mes 5 réseaux actuels. Et comme ça, j'ai fait la liste. On est tranquille. Bref. Porte-toi bien YouTube et on se retrouve bientôt pour toujours plus d'actualités politiques sur la chaîne. Des bisous.